Sophie Dubois fixait, incrédule, le chèque de 20 millions d'euros entre ses mains tremblantes. Ce bout de papier, remis par un avocat au regard fuyant, représentait une victoire amère, arrachée après des mois d'une bataille acharnée contre Sky High Airways, une compagnie aérienne qui avait transformé le premier vol de son fils Lucas en un cauchemar. Tout avait commencé sur le vol 1372, un trajet censé être une aventure joyeuse entre Lyon et Paris, une escapade mère-fils pour visiter les écoles d'art prestigieuses où Lucas, un adolescent de 14 ans brillant et passionné, rêvait de s'inscrire. Mais ce qui devait être un moment d'émerveillement s'était mué en une tragédie, marquée par l'injustice brutale et le racisme flagrant. Ce jour-là, Lucas, un garçon noir à la peau d'ébène et aux yeux pétillants de curiosité, avait été violemment électrocuté par un taser manié par une hôtesse de l'air, Camille Lefebvre, pour avoir osé demander à utiliser les toilettes pendant que le voyant de ceinture de sécurité était allumé. Ce qui rendait l'incident encore plus révoltant, c'était que quelques minutes plus tôt, un adolescent blanc avait fait la même demande sans être inquiété. Ce scandale, capturé par les téléphones des passagers, allait devenir un symbole de lutte contre l'injustice, secouant l'industrie aéronautique française et révélant des vérités dérangeantes sur les pratiques discriminatoires. Alors que Sophie serrait le chèque, elle repensait à ce jour fatidique, à la douleur de son fils, à la rage qui l'avait envahi et à la détermination farouche de son mari, Pierre, un avocat des droits humains, à faire payer ceux qui avaient osé s'en prendre à leur enfant. Sky High Airways n'oublierait jamais le jour où ils avaient croisé le chemin de la famille Dubois. Ce matin-là, dans leur appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, l'ambiance était empreinte d'excitation. Lucas, un garçon mince au sourire timide, rangeait soigneusement son sac à dos, vérifiant pour la 3e fois sa liste de voyage, un carnet d'esquisses, un roman de Victor Hugo qu'il lisait pour l'école et une écharpe aux couleurs de l'Olympique lyonnais, un cadeau de son père. « Maman, tu penses que les nuages sont différents vus d'en haut ?» demanda-t-il, ses yeux bruns brillant d'anticipation alors qu'il fermait la fermeture éclair de son sac. Sophie, une chef cuisinière reconnue pour ses plats raffinés servis dans un bistrot étoilé de Lyon, ajusta sa montre en souriant. « Tu verras par toi-même, mon chéri, ce sera magique. » Ce voyage à Paris était une récompense spéciale pour Lucas, un élève modèle qui rêvait d'étudier à l'École des Beaux-Arts ou à la Sorbonne. Sophie, mère célibataire depuis que Pierre, souvent retenu par ses affaires judiciaires à Marseille, passait des semaines loin de la maison, voulait offrir à son fils une expérience inoubliable. « J'aimerais que papa soit là, » murmura Lucas, son enthousiasme vacillant un instant. Sophie posa une main rassurante sur son épaule. « Ton père nous rejoindra dans 3 jours, juste à temps pour visiter les campus. Il est fier de toi, tu sais. » Pierre Dubois était un avocat respecté, connu pour défendre les victimes de discrimination raciale. Ce matin-là, il préparait une audience cruciale dans une affaire contre une grande entreprise accusée de pratiques discriminatoires. Avant de partir, il avait embrassé Lucas et Sophie, promettant de les appeler dès que son audience serait terminée. « Note tout ce que tu vois, Lucas, » avait-il dit avec un clin d'œil. « Je veux un rapport complet quand j'arriverai. » Le trajet jusqu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry s'était déroulé sans encombre. Sophie et Lucas avaient dépassé les contrôles de sécurité avec aisance, et Lucas, fasciné par l'agitation de l'aéroport, prenait des notes dans son carnet, observant les voyageurs autour de lui. Un homme d'affaires en costume pressé, une famille avec des enfants turbulents, une vieille dame tricotant patiemment. Quand l'embarquement du vol 1372 de Sky High Airways fut annoncé, ils rejoignirent de la file, impatients. À l'entrée de l'avion, une hôtesse, Camille Lefebvre, accueillait les passagers avec un sourire mécanique. Sophie remarqua que son attitude changeait selon les voyageurs. Pour un couple de retraités blancs qui fêtaient leur anniversaire de mariage, Camille s'illumina, leur offrant des vœux chaleureux et promettant un dessert spécial. Mais quand Sophie et Lucas s'approchèrent, son sourire se figea. « Billets » dit-elle sèchement, sans les regarder. Lucas sentit le changement, mais resta silencieux, échangeant un regard avec sa mère. Ils s'installèrent à leur siège, rangée 24, et Lucas plongea dans la carte de sécurité,
mémorisant les sorties de secours avec une curiosité d'enfant. Une fois l'avion en vol, Lucas s'émerveillait devant la vue par le hublot. Les champs en patchwork, les rivières scintillantes, les nuages cotonneux sous l'appareil. 1 heure après le décollage, le commandant annonça une légère turbulence à venir, rallumant le voyant des ceintures. Lucas, qui avait bu un jus de pomme, ressentit soudain un besoin urgent d'aller aux toilettes. Il tenta d'attendre, se tortillant sur son siège, mais après avoir vu un adolescent blanc, à quelques rangées devant, se lever et utiliser les toilettes sans être arrêté, il décida de tenter sa chance. Sophie, plongée dans un roman de Marguerite Duras, ne remarqua pas tout de suite son départ. Lucas avança prudemment dans l'allée, s'appuyant sur les dossiers des sièges. Mais à peine eut-il fait 3 pas que Camille Lefebvre surgit devant lui, bras croisés. « Le voyant de ceinture est allumé », lança-t-elle d'un ton sec. « Retournez à votre siège immédiatement. » Lucas, surpris, répondit poliment. « Je suis désolé, madame. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'ai vu d'autres personnes y aller, alors j'ai pensé que c'était possible. » Il désigna discrètement l'adolescent blanc qui revenait à son siège sans un mot de Camille. L'expression de l'hôtesse se durcit. « Vous discutez mes ordres ?» demanda-t-elle, sa voix montant d'un cran, attirant l'attention des passagers voisins. Sophie, alertée par le ton, se leva. « Excusez-moi, mon fils a juste besoin d'aller aux toilettes. » Camille l'interrompit d'un geste autoritaire. « Madame, votre fils doit respecter les consignes de sécurité. » L'échange attira l'attention d'un passager, Claude Martin, un enseignant à la retraite au visage marqué par des années d'engagement auprès des jeunes. Assis quelques rangées derrière, il fronça les sourcils, sentant l'injustice. Une autre passagère, Amélie Roche, une journaliste indépendante aux cheveux roux et au regard vif, commença à filmer discrètement avec son téléphone. Lucas, gêné par les regards, murmura « Je ne voulais pas causer de problème, je voulais juste… » Sa phrase fut coupée par un mouvement rapide de Camille. Elle sortit un objet noir de sa poche, un taser, et, sans avertissement, tira. 2 électrodes frappèrent en la poitrine de Lucas. Son corps se raidit, ses yeux s'écarquillèrent de douleur, et un cri étouffé échappa de ses lèvres avant qu'il ne s'effondre, convulsant dans l'allée. Sophie hurla « Lucas !» et se précipita vers lui, tandis que le chaos éclatait dans la cabine. Les passagers réagirent avec horreur. « Elle l'a électrocuté !» cria une femme à l'arrière. Claude Martin se leva, indigné. « C'est un enfant, voyons. » Amélie continuait de filmer, son visage blême mais déterminé. L'odeur âcre d'ozone emplissait l'air, mêlée à la peur palpable. Camille, tenant toujours le taser, ordonna « Restez à vos places !» Il était agressif et non coopératif. Sophie, agenouillée près de son fils, vérifiait son pouls avec des gestes de professionnelle malgré sa terreur. « Il a 14 ans !» cria-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Il voulait juste aller aux toilettes. » Lucas, à peine conscient, murmura « Maman ?» Sa voix faible brisa le cœur de Sophie. Claude s'avança, défiant l'hôtesse. « J'ai tout vu. Ce garçon n'a rien fait de mal. Vous l'avez ciblé sans raison. » Une autre passagère, une femme d'affaires nommée Claire Dupont, chuchota à son voisin. « C'est scandaleux. Elle n'a rien dit au garçon blanc. » Un homme en blazer, se présentant comme l'agent de bord Trevor Morrow, intervint, montrant son badge. « Restez calme. Le garçon doit suivre les instructions. » Sophie, outrée, rétorqua. « Il a été agressé. Il a besoin d'un médecin, pas d'être sermonné. » Claude, refusant de se taire, ajouta « En 40 ans d'enseignement, je n'ai jamais vu un enfant traité ainsi pour une demande aussi banale. » Le commandant annonça une descente d'urgence vers Bordeaux et l'avion entama sa descente. Sophie, tenant la main de Lucas, envoya un SMS à Pierre. « Urgence. Lucas électrocuté par une hôtesse pour avoir voulu aller aux toilettes. Atterrissage à Bordeaux. Viens vite. » Elle joignit un lien vers une vidéo qu'Amélie avait déjà publiée sur les réseaux sociaux. À Marseille, Pierre, en pause lors de son audience, sentit son sang se glacer en visionnant la vidéo. Sans un mot, il quitta le tribunal, réservant le premier vol pour Bordeaux. Sur le vol 1372, Lucas, tremblant, regardait par le hublot,
des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Son premier vol, censé être une aventure, s'était transformé en cauchemar. À l'atterrissage à Bordeaux, des ambulances et des véhicules de police attendaient au loin. Claude marmonna. Regardez cette rapidité. Étonnant comme ils agissent vite quand il s'agit d'accuser un enfant noir au lieu de le protéger. À l'ouverture de la porte de l'avion, 4 officiers de police de Bordeaux montèrent à bord, accompagnés de 2 représentants de Sky High en costumes impeccables. Camille s'empressa de leur parler, pointant Lucas du doigt. L'officier principal, un homme robuste nommé Julien Caron, s'approcha de la rangée 24. « Êtes-vous Lucas Dubois ?» demanda-t-il, la main sur son holster. Sophie répondit avant son fils. « Mon fils a été agressé. Il a besoin de soins médicaux. » L'officier fronça les sourcils. « Nous avons un rapport d'un passager perturbateur. Il doit venir avec nous. » Claude intervint. « Ce rapport est faux. Vérifiez les vidéos. Nous avons tous filmé. » Mais l'officier l'ignora. À la stupéfaction de Sophie, il sortit des menottes. « Levez-vous, jeune homme. Main derrière le dos. » Sophie se plaça devant Lucas. « Vous n'allez pas menotter mon fils. Il est victime, pas criminel. Je suis chef cuisinière, je connais mes droits. Il a besoin d'un médecin. » Après un échange tendu, un second officier céda. Il ira à l'hôpital, mais sous surveillance. Lucas, menotté, fut escorté hors de l'avion, traversant la cabine de première classe sous les regards choqués des passagers. Cette image, un adolescent noir menotté, encore tremblant du choc électrique, devint virale, amplifiant l'indignation publique. À l'hôpital, les médecins diagnostiquèrent des marqueurs cardiaques élevés et des lésions musculaires dues au taser. Pourtant, l'officier Caron continuait d'appeler Lucas « le suspect ». Sophie, contenant sa rage, resta auprès de son fils, tandis qu'Amélie, dans un coin, envoyait ces images à une chaîne nationale, LCI, qui diffusa l'incident en boucle. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflammaient. Les hashtags #Justice pour Lucas et #Boycott Sky High gagnèrent en popularité, révélant les divisions raciales dans la société française. Certains médias déformèrent la vérité, titrant « Adolescent neutralisé après menace sur un vol ». D'autres, plus proches des faits, écrivaient « Un adolescent noir de 14 ans électrocuté pour avoir demandé à aller aux toilettes ». Sky High publia un communiqué défendant Camille, affirmant qu'elle avait agi selon les protocoles de sécurité. Mais la tempête médiatique ne faisait que commencer. À l'hôpital, alors que Lucas était examiné, un détective, Marc Dubois, sans lien avec la famille, tenta de convaincre Sophie de régler l'affaire discrètement. « Madame, pas tout est une question de race. Les hôtesses ont des journées difficiles. Évitons d'en faire un scandale. » Sophie, droite comme une statue, répondit. Mon fils a été électrocuté pour avoir fait ce qu'un autre enfant a fait sans conséquence. Si vous pensez que ce n'est pas une question de race, vous êtes soit aveugle, soit complice. Le détective recula, mais son ton devint menaçant. Poursuivre cette affaire pourrait entraîner des accusations contre votre fils pour obstruction à un équipage. Avant que Sophie ne puisse répondre, Pierre entra dans le couloir, son costume froissé par le voyage précipité. « Menacez-vous mon fils, détective ?» demanda-t-il, sa voix calme mais tranchante. Le détective battit en retraite et Pierre serra Sophie et Lucas dans ses bras. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel à Bordeaux, Lucas refusa de quitter la pièce hanté par l'incident. Sophie, épuisée mais déterminée, organisa une vidéoconférence avec Pierre et Élodie Garnier, une ancienne policière devenue enquêtrice privée. Élodie révéla que Camille avait un historique de plaintes pour comportement discriminatoire, toutes étouffées par Jacques Renaud, vice-président de la sécurité de Sky High. Amélie, de son côté, contacta Sophie, lui promettant de publier un article explosif dans Le Monde. Alors que la nuit tombait sur Bordeaux, Sophie regarda Lucas, endormi mais agité, et jura que cette injustice ne resterait pas impunie. Sky High avait sous-estimé la famille Dubois, et ils allaient bientôt le regretter. Dans une chambre d'hôtel anonyme à Bordeaux, Pierre Dubois fixait l'écran de son ordinateur portable, les images granuleuses du vol 1372 repassant en boucle. Son fils Lucas, un adolescent de 14 ans, s'effondrant dans l'allée de l'avion,
son corps secoué par les 50 000 volts d'un taser manié par Camille Lefebvre, une hôtesse de Sky High Airways. Chaque visionnage ravivait une rage froide en lui, une détermination forgée par des années à défendre les victimes de discrimination raciale. À ses côtés, Sophie, sa femme, serrait un café refroidi, ses yeux rougis par une nuit sans sommeil. Lucas dormait dans la pièce voisine, ses cauchemars ponctués de sursauts, hantés par l'humiliation publique et la douleur physique. Pierre venait d'arriver de Marseille, abandonnant une audience cruciale pour rejoindre sa famille après avoir reçu le message désespéré de Sophie. Ce n'était pas seulement une attaque contre son fils, c'était une attaque contre tout ce pourquoi il s'était battu dans sa carrière d'avocat des droits humains. « Ils vont payer », murmura-t-il, sa voix ferme comme l'acier. Sophie hocha la tête, sa résolution de mère renforçant celle de Pierre. Ensemble, ils savaient que cette bataille ne se limiterait pas à une réparation pour Lucas. Elle allait exposer les pratiques discriminatoires d'une industrie entière. Avec l'aide d'Élodie Garnier, une enquêtrice privée au passé de policière, et d'Amélie Roche, une journaliste indépendante déterminée à révéler la vérité, la famille Dubois entamait une guerre contre Sky High Airways, une guerre qui allait secouer la France et au-delà. Le lendemain matin, l'hôtel était devenu un quartier général improvisé. Pierre, en chemise froissée mais l'esprit aiguisé, avait transformé la table de la suite en un bureau de campagne. Des carnets juridiques s'empilaient à côté de son ordinateur et 3 téléphones, son portable personnel, celui de travail, et un appareil prépayé pour les communications sensibles, étaient alignés devant lui. Élodie Garnier arriva à 8 heures précises, son vieux sac en cuir usé par des années d'enquête. « J'ai fait vite, » dit-elle en posant son sac. « Quand tu m'as dit que ton fils était impliqué, j'ai pris le premier train. » Elle jeta un coup d'œil vers la porte de la chambre où Lucas reposait. « Comment va-t-il? » Pierre soupira, son masque professionnel vacillant. « Physiquement, il récupère. Psychologiquement, ça prendra du temps. » Élodie, avec son regard perçant qui ne manquait aucun détail, ouvrit son sac et en sortit une pile de documents. « J'ai commencé à creuser sur Sky High Airways et Camille Lefebvre. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé. » Pendant 1 heure, ils passèrent en revue les premières découvertes. Camille, employée depuis 8 ans, avait été visée par 3 plaintes pour comportement hostile envers des passagers noirs, toutes classées sans suite par Jacques Renaud, vice-président de la sécurité de Sky High. « Ces plaintes ont disparu dans un trou noir », expliqua Élodie, montrant des copies obtenues via son réseau de contacts. « Et Renaud? Un ancien officier de police de Paris, avec des connexions douteuses. Mes sources disent qu'il a des vues très problématiques sur la race. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Sophie restait au chevet de Lucas, qui refusait de quitter sa chambre, terrifié à l'idée de croiser des regards accusateurs. Les médecins avaient confirmé des lésions musculaires et un stress cardiaque dû au taser, mais Lucas, habituellement si vif, parlait à peine, ses yeux fixés sur le vide. Sophie, puisant dans sa force de chef cuisinière habituée à gérer des situations sous pression, organisa une vidéoconférence avec Pierre et Élodie. « Nous devons agir vite, » dit-elle. « Les médias commencent à déformer l'histoire. » En effet, certains journaux à sensation titraient « Adolescent perturbateur maîtrisé sur un vol », tandis que d'autres, grâce à la vidéo d'Amélie, adoptaient un ton plus juste. Un enfant noir électrocuté pour une demande anodine. Amélie, qui avait envoyé son enregistrement à LCI, contacta Sophie pour lui proposer un article dans Le Monde. « Ce n'est pas juste votre histoire, Sophie, » expliqua-t-elle, ses cheveux roux attachés en un chignon désordonné. « C'est une question de justice sociale. Je veux exposer Sky High. » Alors que la tempête médiatique prenait de l'ampleur, Pierre déposa une plainte fédérale pour violation des droits civils contre Sky High Airways, Camille Lefebvre et Jacques Renaud. Il allégua non seulement l'agression contre Lucas, mais aussi un schéma systématique de discrimination raciale au sein de la compagnie. Sky High répondit par une offre de règlement de 50 000 €, assortie d'un accord de confidentialité. Pierre rejeta l'offre sans même la considérer. « Ils pensent pouvoir acheter notre silence », dit-il à Sophie cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel.
Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Sophie, tenant sa main, répondit. Tu as passé ta vie à combattre des géants, Pierre. Cette fois, c'est pour Lucas. Tu ne reculeras pas. Mais Sky High ne comptait pas capituler. Leur équipe juridique, menée par Isabelle Moreau, une avocate redoutable connue pour ses tactiques agressives, lança une campagne de diffamation. Quelques jours après l'incident, un site web à scandale publia un article intitulé « Le passé trouble de Lucas Dubois, ce que les médias ne vous disent pas ». L'article prétendait que Lucas avait un historique de problèmes disciplinaires à l'école, des allégations totalement fabriquées. Lucas, un élève modèle dont les professeurs louaient de la politesse, fut dévasté en lisant ces mensonges. « Ils disent que je suis un criminel, papa », murmura-t-il, montrant son téléphone à Pierre. « Comment peuvent-ils inventer ça ?» Pierre, contenant sa fureur, répondit. « Ils sont désespérés. Les faits sont contre eux. Alors ils attaquent ton caractère. » La campagne s'intensifia. Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux relayaient des récits inventés, suggérant que Lucas avait provoqué l'incident pour un gain financier. Même Sophie fut visée, recevant des plaintes anonymes mettant en cause sa licence de chef cuisinière. Amélie Roche, indignée par ces tactiques, publia un article explosif dans Le Monde, intitulé « Vol 1372 ». Quand un enfant devient une menace pour sa couleur de peau. L'article, accompagné de la vidéo virale, déclencha une vague d'indignation. Le hashtag #Justice pour Lucas devint viral, soutenu par des artistes, des intellectuels et même une sénatrice, Pénélope Bisset, connue pour son engagement en faveur des droits humains. Pénélope contacta Sophie, proposant de porter l'affaire devant le Sénat français pour exiger une enquête sur les pratiques des compagnies aériennes. « Ce qui est arrivé à votre fils est inacceptable », déclara-t-elle lors d'une conversation téléphonique. « Nous devons changer les choses. » Pendant ce temps, Élodie découvrit un témoin clé. Marianne Dubois, une employée de Sky High sans lien de parenté avec la famille. Marianne, une hôtesse de l'air de 35 ans, contacta Pierre via un courriel crypté, proposant une rencontre dans un petit café des quais de la Garonne à Bordeaux. Nerveuse, elle glissa une clé USB sur la table. « Il y a une raison pour laquelle Camille n'a jamais été licenciée malgré les plaintes », murmura-t-elle, jetant des regards autour d'elle. « Jacques Renaud la protège. Ce qui est arrivé à votre fils n'est pas un incident isolé. C'est une politique non officielle. Renaud appelle ça « gestion des passagers », mais c'est du profilage racial. Les passagers noirs, surtout les hommes et les jeunes garçons, sont surveillés de près, parfois punis pour des infractions mineures. Elle révéla que Renaud dirigeait une équipe spéciale de sécurité équipée de tasers non autorisés. « Pourquoi risquez-vous votre carrière ?» demanda Pierre. Marianne baissa les yeux. « J'ai vu la vidéo de votre fils. Je ne peux plus faire partie de ce système. » Les documents de Marianne étaient accablants. Des courriels internes où Renaud discutait de la gestion des passagers difficiles, avec des critères ciblant les minorités, des rapports d'incidents étouffés et des instructions pour minimiser les plaintes. Pierre comprit que cette affaire allait au-delà de Sky High. Elle touchait à des pratiques systémiques dans l'industrie aéronautique. Il contacta des cabinets d'avocats parisiens pour renforcer son équipe, mais la plupart refusèrent poliment, craignant les représailles d'un secteur puissant. « Nous sommes seuls », dit-il à Sophie. Elle serra sa main. « Tu as toujours été David contre Goliath. Cette fois, c'est pour notre fils. » Le combat prit une tournure personnelle lorsque la famille reçut des menaces anonymes par téléphone et par courriel. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant bordelais, Lucas repéra un homme les photographiant à travers la vitre. Sophie, terrifiée mais déterminée, décida de tenir une conférence de presse. Devant une foule de journalistes dans un hôtel du centre-ville, elle parla avec une éloquence déchirante. « Mon fils voulait voir les étoiles depuis un avion. Au lieu de cela, il a été traité comme un criminel pour avoir demandé à aller aux toilettes. Nous ne nous tairons pas. » Son discours, diffusé en direct sur BFM TV, galvanisa le soutien public.
Claude Martin, l'enseignant à la retraite qui avait défendu Lucas sur le vol, organisa une réunion communautaire à Bordeaux, où des passagers du vol 1372 partagèrent de leurs témoignages. Amélie, présente, nota chaque détail pour un prochain article. Mais Sky High contre-attaqua. Isabelle Moreau fit fuiter des allégations selon lesquelles Pierre avait manipulé Lucas pour provoquer l'incident, visant un procès lucratif. Ces accusations, relayées par des médias complaisants, blessèrent profondément la famille. Lucas, déjà fragile, refusa de retourner à l'école après avoir entendu des murmures de camarades influencés par les fausses nouvelles. « Ils disent que je mens, maman », confia-t-il à Sophie, les larmes aux yeux. Elle le serra contre elle. « Tu es plus fort que leurs mensonges, Lucas. Nous allons prouver la vérité. » Élodie, quant à elle, découvrit que le bureau de Pierre à Lyon avait été cambriolé, les dossiers liés à l'affaire disparus. Pire encore, Marianne Dubois devint injoignable, son téléphone coupé et son compte de messagerie désactivé. Élodie soupçonna que Sky High avait engagé une firme de gestion de réputation pour manipuler les réseaux sociaux, créant des milliers de faux comptes pour discréditer Lucas. « Ils dépensent plus pour étouffer cette affaire que pour réparer leur tort », observa Pierre, amer. Mais un nouvel allié émergea. L'agent du ministère de l'Intérieur, Antoine Lefebvre, sans lien avec Camille, contacta Pierre pour une rencontre discrète dans un parc bordelais. « Je travaille sur une enquête concernant les pratiques discriminatoires des compagnies aériennes », expliqua Antoine, jetant des miettes aux pigeons pour masquer leur conversation. « Sky High est le pire contrevenant. Votre affaire pourrait être le déclencheur pour une réforme nationale. » Antoine révéla que Jacques Renault avait des liens avec des agences de sécurité privées qui, depuis les attentats de 2015 en France, avaient poussé des programmes de gestion proactive des menaces basés sur le profilage racial. « Ce qui est arrivé à Lucas est l'extrémité visible d'un iceberg, dit-il. Renault applique des méthodes antiterroristes à des civils ordinaires, surtout des minorités. » Cette révélation donna à Pierre une nouvelle perspective. Il ne combattait pas seulement une compagnie aérienne, mais un système profondément enraciné. Il partagea les informations de Marianne avec Antoine, protégeant son identité, et promit de collaborer discrètement. Alors que la pression montait, Sophie trouva du réconfort dans la solidarité grandissante. Claude Martin, devenu une figure locale à Bordeaux, organisa une marche de soutien pour Lucas, attirant des centaines de personnes brandissant des pancartes « Justice pour Lucas ». Pénélope Bisset, la sénatrice, prononça un discours passionné devant le Sénat, exigeant une enquête fédérale sur Sky High. Amélie, de son côté, publia un second article, révélant les liens entre Renault et des officiels de la police bordelaise, ce qui expliquait pourquoi l'officier Julien Caron avait traité Lucas comme un suspect. Ces révélations firent de vaciller la stratégie de Sky High, qui tenta une nouvelle offre de règlement, 5 millions d'euros, avec une confidentialité limitée. Pierre déclina. « Ce n'est pas une question d'argent, » dit-il à Isabelle Moreau. « C'est une question de justice pour mon fils et pour tous les enfants qui pourraient être les prochains. » La bataille juridique s'intensifia, mais la famille Dubois faisait face à des obstacles croissants. Leur hôtel reçut des appels menaçants, les forçant à déménager. Sophie, qui avait pris un congé de son restaurant, reçut une lettre officielle menaçant de révoquer sa licence pour conduite inappropriée, une accusation fabriquée. Lucas, traumatisé, refusait de sortir, même pour des activités qu'il aimait, comme dessiner dans les parcs de Bordeaux. Pourtant, un soir, alors que la famille se réunissait dans leur nouvelle suite, Sophie alluma la télévision et tomba sur une interview de Claude Martin sur France 2. « J'ai passé 30 ans à enseigner à des jeunes », déclara-t-il, son regard droit face à la caméra. « Ce que j'ai vu sur ce vol était une injustice pure. Lucas Dubois n'était pas une menace, mais un enfant traité comme tel à cause de sa couleur de peau. » L'interview devint virale. Le hashtag « Vérité pour Lucas » surpassant les récits manipulés de Sky High. Ce moment marqua un tournant. D'autres passagers du vol 1372 commencèrent à partager leurs vidéos et témoignages, renforçant l'accusation de discrimination. Sophie, inspirée par Claude, décida de créer un blog, La Voix de Lucas, où elle partageait des mises à jour sur l'affaire et des réflexions sur la lutte contre le racisme.
Le blog attira des milliers de lecteurs, dont des victimes d'incidents similaires sur d'autres vols Sky High. Pierre, de son côté, prépara une stratégie pour le procès, rassemblant des experts. Un psychologue pour évaluer les séquelles de Lucas, un spécialiste de la sécurité aérienne pour démontrer l'illégalité du taser, et un statisticien pour analyser les rapports d'incidents de Sky High, révélant un ciblage disproportionné des passagers noirs. Alors que l'affaire gagnait en visibilité, Sky High intensifia ses efforts pour discréditer la famille. Une nouvelle vague d'articles diffamatoires suggéra que Pierre avait orchestré l'incident pour nuire à l'industrie aérienne. Mais la vérité, soutenue par les vidéos, les témoignages et les documents de Marianne, prenait le dessus. Pénélope Bisset déposa une motion au Sénat pour une réforme des protocoles de sécurité aérienne. Et Antoine Lefebvre assura à Pierre que son enquête fédérale avançait, malgré les pressions de supérieurs influencés par les lobbies aériens. Dans leur chambre d'hôtel, Sophie et Pierre s'assirent avec Lucas, qui feuilletait son carnet d'esquisses, ses dessins plus sombres qu'avant, reflétant son traumatisme. « Je veux que ça change, papa, » dit-il doucement. « Pas juste pour moi, mais pour les autres. » Pierre serra son fils contre lui. « Nous allons changer les choses, Lucas, ensemble. » Alors que la nuit tombait sur Bordeaux, la famille Dubois se préparait pour la prochaine étape, un procès qui allait non seulement confronter Sky High Airways, mais aussi défier un système qui, pendant trop longtemps, avait toléré l'injustice sous couvert de sécurité. Leur combat, porté par la solidarité de Claude, Amélie, Marianne et Pénélope, était loin d'être terminé, mais ils avaient allumé une flamme que même les tactiques les plus vicieuses de Sky High ne pouvaient éteindre. Dans la lumière tamisée du palais de justice de Paris, la salle d'audience semblait vibrer sous le poids de l'histoire qui s'y jouait. Les colonnes de marbre, ornées de motifs républicains, et les bancs de bois cirés conféraient à l'espace une gravité solennelle, comme si la justice elle-même observait en silence. Pierre Dubois, debout devant le pupitre, ajusta sa cravate bleu nuit, son regard d'acier fixé sur les 12 jurés. 8 mois s'étaient écoulés depuis ce jour maudit sur le vol 1372 de Sky High Airways, où son fils Lucas, un adolescent de 14 ans à la peau d'ébène et au sourire timide, avait été violemment électrocuté par un tasseur pour avoir osé demander à utiliser les toilettes. Ce simple geste, capturé par les téléphones des passagers, avait déclenché une tempête nationale, mettant à nu les pratiques discriminatoires d'une compagnie aérienne qui, sous prétexte de sécurité, avait transformé un enfant en menace. Aujourd'hui, dans cette salle bondée de journalistes, d'activistes et de citoyens ordinaires, Pierre s'apprêtait à livrer son plaidoyer final, un discours qui allait non seulement défendre son fils, mais aussi défier un système profondément enraciné dans l'injustice. À ses côtés, Sophie, sa femme, une chef cuisinière lyonnaise à la force tranquille, serrait la main de Lucas, dont les yeux, autrefois pétillants de rêves d'artiste, portaient désormais une maturité forcée par la douleur. Derrière eux, des alliés précieux. Claude Martin, l'enseignant à la retraite qui avait risqué sa carrière pour dénoncer l'injustice à bord, Amélie Roche, la journaliste indépendante dont les articles avaient fait trembler Sky High, et Marianne Dubois, l'hôtesse lanceuse d'alerte, observait avec une tension palpable. Face à eux, l'équipe juridique de Sky High, menée par l'avocate Isabelle Moreau, semblait sur la défensive, consciente que les preuves accablantes accumulées par Pierre menaçaient de faire s'écrouler un empire. Ce procès n'était pas seulement celui d'une famille contre une compagnie. C'était une bataille pour l'égalité, la dignité et l'avenir des enfants noirs en France, un combat qui allait redessiner les contours de l'industrie aérienne et de la conscience nationale. Le procès avait débuté sous un ciel d'automne parisien, clair et frais, les marches du palais de justice envahies par une foule de manifestants brandissant des pancartes aux couleurs vives. Just Justice pour Lucas, égalité dans les cieux. Des étudiants, des militants des droits humains, et même des familles venues de toute la France s'étaient réunies, leurs voix s'élevant en chansons de solidarité, rappelant les grandes manifestations pour la justice sociale dans l'histoire française. À l'intérieur, la juge Hélène Beaumont-L'Île-Beaumont, une magistrate d'une 50aine d'années à la réputation d'impartialité rigoureuse, présidait avec une autorité calme, son regard perçant scrutant les avocats des deux parties. Isabelle Moreau, l'avocate de Sky High,
ouvrit les débats avec une assurance étudiée, son tailleur noir impeccable contrastant avec la froideur de son ton. « Mesdames et messieurs du jury, commença-t-elle, sa voix claire et calculée, ce qui s'est passé sur le vol 1372 est une tragédie, mais une tragédie née d'un malentendu. » Camille Lefebvre, une professionnelle expérimentée, a pris une décision difficile dans une situation de haute pression pour assurer la sécurité des passagers. Cela ne constitue pas une discrimination, mais une réponse à une menace perçue. Son discours, habilement construit, cherchait à minimiser l'incident, le présentant comme un accident isolé plutôt qu'une manifestation de racisme systématique. Mais les jurés, un mélange diversifié de Parisiens, une enseignante maghrébine, un employé de banque blanc, une retraitée antillaise, entre autres, semblaient sceptiques, leur regard oscillant vers la famille Dubois. Lorsque Pierre prit la parole, la salle plongea dans un silence presque religieux. Sans notes, sans pupitre, il marcha vers le centre de l'espace, sa présence imposante captivant l'audience. « Ce procès ne concerne pas une erreur ou un malentendu, » déclara-t-il, sa voix grave résonnant avec une conviction qui semblait émaner de son âme. « Il concerne un garçon de 14 ans, mon fils, Lucas, qui a été électrocuté pour avoir demandé à aller aux toilettes. Il n'a pas été jugé pour son comportement, mais pour la couleur de sa peau. Sky High Airways a formé son personnel à voir les corps noirs comme des menaces, à armer des hôtesses avec des tasers illégaux, à ignorer les plaintes des passagers discriminés. Ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question de justice. Vous, mesdames et messieurs, avez le pouvoir de dire que cela doit cesser, que chaque enfant, quelle que soit sa couleur, mérite le respect et la dignité. » Son discours, mêlant rigueur juridique et émotion brute, toucha profondément plusieurs jurés. Une jeune femme, assise au premier rang, essuya une larme, tandis qu'un homme plus âgé hocha la tête, visiblement ému. Même la juge Beaumont, connue pour son stoïcisme, sembla troublée par la force morale de Pierre. Les témoignages des passagers du vol 1372 ouvrirent la phase d'épreuve. Claude Martin, l'enseignant à la retraite au visage buriné par des décennies d'engagement, monta à la barre avec une dignité qui imposa le respect. « J'ai passé 30 ans à enseigner à des adolescents, » dit-il, sa voix ferme malgré son âge. « Ce que j'ai vu sur ce vol n'était pas un comportement menaçant, mais un enfant traité comme un criminel pour une demande banale. J'ai dénoncé cette injustice, et pour cela, j'ai été licencié de mon poste à l'académie privée où j'enseignais, mais je referai la même chose. La justice ne peut attendre. » Il raconta comment un membre du conseil d'administration, lié à la maison mère de Sky High, avait fait pression pour son renvoi, un détail qui fit murmurer la salle. Les vidéos des passagers, projetées sur un grand écran, montrèrent l'incident sous plusieurs angles. Lucas, avançant poliment dans l'allée, Camille brandissant le taser sans avertissement, son corps convulsant sous le choc électrique. Ces images, brutales et incontestables, rendirent les tentatives d'Isabelle de discréditer les témoins, en les accusant de partialité ou de mauvaise mémoire, presque risibles. Amélie Roche, la journaliste aux cheveux roux et à l'énergie fébrile, apporta un témoignage vibrant. « J'ai filmé parce que j'ai vu une injustice se dérouler sous mes yeux, » déclara-t-elle, ses yeux verts brillants de détermination. Lucas n'a rien fait de différent de ce qu'un garçon blanc a fait quelques minutes plus tôt, sans conséquence. Cette différence de traitement n'était pas un hasard, c'était du racisme. Elle expliqua comment elle avait envoyé la vidéo à LCI, déclenchant une vague d'indignation nationale. Isabelle tenta de la dépeindre comme une opportuniste cherchant la gloire, mais Amélie riposta avec un sourire acéré. « Si chercher la vérité est de l'opportunisme, alors je plaide coupable. » Le public dans la salle éclata d'un rire contenu, et la juge Beaumont rappela l'ordre d'un coup de marteau. Le troisième jour, Camille Lefebvre monta à la barre, son visage pâle et ses mains tremblantes jouant sur la sympathie. Sous les questions soigneuses d'Isabelle, elle se présenta comme une victime des circonstances. « J'ai cru que le garçon représentait une menace, » affirma-t-elle, sa voix chevrotante. « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré une telle résistance à une consigne de sécurité. » Pierre, lors de son contre-interrogatoire, adopta un ton calme mais implacable. « Madame Lefebvre, Sky High interdit l'usage de taser, n'est-ce pas? » Elle acquiesça, mal à l'aise. « Et pourtant,
Vous avez apporté un taser à bord, un appareil illégal. Combien de passagers blancs avez-vous électrocutés pour avoir demandé à aller aux toilettes? Camille bafouilla. Aucun. Pierre poursuivit, son ton presque conversationnel. Vous avez permis à un adolescent blanc d'utiliser les toilettes juste avant Lucas, sans un mot. Pourquoi lui a-t-il été traité différemment? Isabelle objecta, criant « argumentatif ». Mais la juge Beaumont rejeta l'objection, ordonnant à Camille de répondre. « Je ne sais pas », murmura-t-elle, son assurance s'effondrant. Pierre conclut « Vous ne savez pas, ou vous ne voulez pas l'admettre ». Le silence de Camille fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Le témoignage de Marianne Dubois, l'hôtesse de l'air lanceuse d'alerte, fut un coup de massue pour Sky High. Malgré les efforts d'Isabelle pour la présenter comme une employée aigrie, Marianne, avec son calme résolu, exposa les pratiques internes de la compagnie. Nous recevions des instructions implicites pour surveiller certains passagers plus étroitement, expliqua-t-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. Les formations utilisaient des descriptions codées qui visaient clairement les minorités. Une équipe spéciale, dirigée par Jacques Renaud, était équipée de tasers non autorisés pour gérer ses passagers. Elle présenta des courriels internes où Renaud discutait de contrôle des démographies problématiques, des documents qu'elle avait obtenus au péril de sa carrière. Les jurés échangèrent des regards choqués et un murmure parcourut la salle. Isabelle tenta de discréditer Marianne en suggérant qu'elle cherchait à se venger d'une promotion refusée, mais Marianne répondit avec une dignité froide. « J'ai risqué ma carrière pour dire la vérité. Et vous, madame, que risquez-vous pour la cacher? » La salle retint son souffle et la juge Beaumont rappela à l'ordre, mais le point était marqué. Les experts renforcèrent de l'argumentation des Dubois. La docteure Claire Lefort, une psychologue parisienne spécialisée dans les traumas infantiles, décrivit les séquelles profondes de Lucas. Être électrocuté par une figure d'autorité, humilié publiquement et traité comme un criminel pour une demande banale a engendré une anxiété sévère, une méfiance envers les institutions et une perte d'estime de soi, témoigna-t-elle, sa voix empreinte d'empathie. Ces blessures psychologiques pourraient persister des années, voire toute sa vie. Elle raconta comment Lucas, autrefois un garçon vif et curieux, évitait désormais les espaces publics et sursautait au moindre bruit brusque. Un spécialiste de la sécurité aérienne, Marc Dupont, confirma que les tasers étaient strictement interdits à bord des vols commerciaux, une violation flagrante des réglementations de l'autorité de l'aviation civile. Un statisticien, le professeur Jean-Marc Vignon, présenta une analyse des rapports d'incidents de Sky High, démontrant que les passagers noirs étaient ciblés de manière disproportionnée, avec des sanctions pour des infractions mineures ou inexistantes. Une analyse vidéo frame par frame, réalisée par un expert en criminologie, conclut que Camille avait brandi le taser avant tout signe de menace, suggérant une intention préméditée. Ces témoignages, combinés aux vidéos des passagers, formèrent un mur de preuves presque infranchissable. Jacques Renaud, vice-président de la sécurité de Sky High, monta à la barre avec une assurance feinte. Sous les questions d'Isabelle, il présenta les protocoles de sécurité comme neutres, basés sur le comportement et non sur la race. « Nos procédures visent à protéger tous les passagers », affirma-t-il, son costume gris impeccablement taillé contrastant avec son regard fuyant. Pierre, lors de son contre-interrogatoire, adopta une approche méthodique, presque chirurgicale. « Monsieur Renaud, vous avez déclaré que Sky High n'aimait pas de taser à son personnel. Correct? » Renaud acquiesça. Pierre brandit un document. « Je soumets au tribunal l'exhibit 42, un courriel de votre part daté de l'année dernière, adressé à l'équipe spéciale de sécurité. Veuillez lire le passage surligné. » Renaud, le visage crispé, lut à contre-cœur. Les membres de l'équipe recevront des outils de gestion des passagers améliorés, y compris des dispositifs d'énergie conduite pour les interventions de niveau 2 et 3. Pierre enchaîna. Dispositifs d'énergie conduite, c'est-à-dire des tasers, n'est-ce pas? Renaud, acculé, admis. Dans certains contextes, oui. Et qui a autorisé ce programme? Demanda Pierre.
Renaud hésita, jetant un regard vers les dirigeants de Sky High. C'était une décision collégiale. Pierre insista. Était-ce approuvé par le PDG, Ronald Leclerc? Sous la pression, Renaud céda. Oui, il a donné son accord. Un murmure choqué parcourut la salle, et Isabelle baissa les yeux, consciente que la responsabilité remontait au sommet. Le témoignage surprise de l'agent Antoine Lefebvre, du ministère de l'Intérieur, fut un coup fatal. Autorisé à témoigner après que l'ampleur du scandale eut forcé ses supérieurs à céder, il révéla une enquête fédérale sur Sky High, entamée 14 mois plus tôt. Nos données montrent un schéma systématique de profilage racial dans les incidents de sécurité, déclara-t-il, son ton posé mais implacable. Les pratiques de Sky High violant les lois sur les droits civils en ciblant les minorités sous prétexte de sécurité. Il décrivit comment les techniques de gestion proactive des menaces, développées par des firmes de sécurité privées post-attentat de 2015, avaient été adaptées pour cibler les passagers noirs, en particulier les hommes et les jeunes garçons. Isabelle tenta de limiter les dégâts en objectant que l'enquête était hors de propos, mais la juge Beaumont rejeta l'objection, déclarant « Les preuves de pratiques systématiques sont pertinentes pour établir l'intention ». Ce témoignage donna un poids fédéral à l'affaire, suggérant que Sky High ne faisait pas face à une simple plainte civile, mais à une investigation criminelle potentielle. Lorsque Ronald Leclerc, le PDG de Sky High, fut appelé, sa façade d'assurance s'effrita rapidement. Sous les questions de Pierre, il tenta de rejeter la faute sur Renaud, affirmant qu'il n'était pas au courant des détails du programme de sécurité. Pierre présenta alors un courriel où Leclerc approuvait explicitement l'usage de « mesures strictes pour certaines démographies afin de maintenir l'ordre ». « Monsieur Leclerc », demanda Pierre, sa voix calme mais tranchante, « quand vous avez autorisé des tasers pour gérer les passagers problématiques, avez-vous envisagé qu'un jour, la cible serait un enfant de 14 ans demandant à aller aux toilettes ?» Leclerc, le visage blême, resta muet, son silence résonnant comme un aveu. Les jurés échangèrent des regards, et plusieurs secouèrent la tête, visiblement indignés. Dans son plaidoyer final, Pierre s'adressa directement au jury, marchant lentement devant leur banc, son regard captant chaque paire d'yeux. Lucas Dubois n'était pas un passager problématique. C'était un garçon de 14 ans, un élève modèle, un artiste en herbe, excité par son premier vol. Mais pour Sky High Airways, il n'était qu'une menace, parce que sa peau était noire. Cette compagnie a formé ses employés à voir les corps noirs comme dangereux, à utiliser des armes interdites, à étouffer les plaintes. Ce n'est pas une erreur, c'est un système. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Lucas portera les cicatrices de cet incident toute sa vie. Mais votre verdict peut empêcher d'autres enfants de subir le même sort. Vous avez le pouvoir de dire que, en France, un enfant noir mérite le même respect, la même dignité, la même liberté qu'un autre. Vous pouvez écrire une page d'histoire où la justice triomphe. Lorsqu'il regagna sa place, Sophie serra sa main, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Lucas, à côté d'elle, leva les yeux vers son père, une lueur de fierté perçant sa douleur. Alors que le jury se retirait pour délibérer, Isabelle approcha Pierre dans un couloir du palais, son visage crispé mais professionnel. 15 millions d'euros, pas de clause de confidentialité stricte et des excuses publiques, proposa-t-elle à voix basse. C'est une victoire certaine, Pierre. Les jurés sont imprévisibles. Pierre la fixa, un sourire léger sur les lèvres. Vous avez vu leur visage, Isabelle. Vous savez ce qu'ils pensent. Elle ne répondit pas, mais son regard trahissait son inquiétude. Elle savait que les preuves, vidéos, témoignages, documents internes, étaient écrasantes. Pierre retourna auprès de sa famille, serrant Lucas contre lui. « Quoi qu'il arrive, mon fils, tu as déjà gagné. Tu as forcé le monde à voir la vérité. » Le lendemain matin, la salle était électrique lorsque le jury revint. La présidente, une femme d'origine maghrébine au visage impassible tout au long du procès, se leva pour annoncer le verdict. Dans l'affaire Dubois contre Sky High Airways, commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans le silence. Sur le chef d'accusation de violation des droits civils sous couleur d'autorité, nous statuons en faveur du plaignant. Sur le chef d'accusation d'agression et de coup, nous statuons en faveur du plaignant.
Sur le chef d'accusation de négligence dans l'embauche et la supervision, nous statuons en faveur du plaignant. Sur chaque chef d'accusation, le jury trancha en faveur des Dubois. Pour les dommages, ils accordèrent de 20 millions d'euros de dommages compensatoires à Lucas et un montant sans précédent de 50 millions d'euros en dommages punitifs contre Sky High. La salle explosa en applaudissements, cris et murmures, tandis que les journalistes griffonnaient frénétiquement. La juge Beaumont imposa le silence d'un coup de marteau. « Au vu des preuves présentées, déclara-t-elle, je saisis le ministère de la Justice pour une enquête criminelle sur les violations des réglementations aériennes, l'obstruction à la justice et une possible conspiration contre les droits civils. » Pierre serra Sophie et Lucas dans ses bras, leurs larmes mêlant soulagement, triomphe et épuisement. Claude Martin, Amélie Roche et Marianne Dubois se joignirent à eux, leurs visages rayonnant de fierté. Mais pour la famille Dubois, la victoire allait au-delà de l'argent. Ce soir-là, dans leur suite d'hôtels donnant sur la Seine, Lucas, encore fragile mais plus déterminé, prit la parole. « Je veux que ce qui m'est arrivé aide les autres, » dit-il, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne veux pas que d'autres enfants vivent ça. » Inspiré, il annonça la création de la Fondation Vol 1362, dédiée à soutenir les victimes de discrimination dans les transports et à fournir une assistance juridique gratuite. Sophie, puisant dans sa passion pour la cuisine comme vecteur d'unité, lança une série d'ateliers intitulés « Les dîners de la justice », où des communautés se réunissaient autour de plats partagés pour discuter du racisme et de l'égalité. Une tradition bien française de connexion par la nourriture. Les conséquences pour Sky High furent rapides et dévastatrices. Le ministère de la Justice lança des poursuites criminelles contre Camille Lefebvre pour agression et violation des droits civils, contre Jacques Renaud pour conspiration et obstruction, et contre Ronald Leclerc pour avoir autorisé des armes interdites et encouragé le profilage racial. Les courriels de Leclerc, révélant son approbation de mesures strictes pour certaines démographies, scellèrent son sort. L'enquête d'Antoine Lefebvre s'élargit à d'autres compagnies aériennes, mettant en lumière un usage généralisé de pratiques discriminatoires sous couvert de sécurité post-2015. Sky High, sous la pression d'un boycott massif, le hashtag Boycott Sky High soutenu par des célébrités comme Omar Sy et Leila Bekti, subit une chute de 30% de son cours boursier. La nouvelle direction, contrainte par la pression publique et légale, mit en place des formations obligatoires contre les préjugés, un conseil de défense des passagers diversifié et des protocoles de sécurité transparents. L'autorité de l'aviation civile, sous l'impulsion de la sénatrice Pénélope Bisset, imposa des réglementations nationales obligeant les compagnies à publier des données sur les plaintes par race, permettant de détecter les schémas discriminatoires. Claude Martin, licencié injustement, fut réintégré à son poste avec une compensation complète. Ses élèves organisèrent une fête pour son retour, portant des t-shirts « Mâche la vérité pour Lucas », un symbole de solidarité qui devint emblématique. Marianne Dubois, craignant initialement pour sa carrière, fut recrutée par la nouvelle commission des droits des passagers aériens, où son expertise contribua à réformer l'industrie. Amélie Roche, promue rédactrice en chef adjointe à Le Monde, publia une série d'enquêtes sur les pratiques aériennes, recevant le prix Albert Londres pour son travail. Pénélope Bisset déposa un projet de loi au Sénat pour renforcer la protection des passagers contre la discrimination. Un texte adopté à l'unanimité. Pour Lucas, la guérison fut un voyage long et ardu. Avec l'aide d'une thérapie spécialisée, il commença à surmonter ses cauchemars, bien que certains déclencheurs, le bourdonnement d'un appareil électrique, les espaces confinés, restaient difficiles. Un an après l'incident, il affronta une épreuve majeure, un vol pour Paris, où il devait témoigner devant le Sénat sur la discrimination dans les transports. Sophie et Pierre l'accompagnèrent, leur cœur serré mais fier. À bord, les hôtesses, formées sous les nouveaux protocoles, furent irréprochables, et Lucas utilisa les toilettes sans incident. À l'atterrissage, regardant les lumières de Paris scintiller, il murmura « On a changé les choses, non ?» Pierre, la gorge nouée, répondit « Tu as changé les choses, Lucas. Ton courage a tout changé. »
maaşı de titri. L'affaire Dubois contre Sky High devint un précédent juridique, enseigné dans les facultés de droit de Nanterre à Sciences Po. La Fondation Vol-Til 1372 finança des bourses pour les étudiants issus de minorités souhaitant étudier le droit ou les politiques publiques, un hommage à l'engagement de Pierre pour diversifier les voix dans les sphères de décision. Sophie devint une figure du militantisme, ses dîners de la justice devenant des événements nationaux où des ministres, des artistes et des citoyens ordinaires partageaient des idées autour de plats lyonnais. Pierre créa une division pro bono dans son cabinet pour défendre les victimes de discrimination aérienne, attirant des avocats de toute la France inspirés par son combat. La famille Dubois ne retrouva jamais la vie d'avant le vol 1372. Lucas, désormais plus mûr, poursuivit ses rêves artistiques, ses dessins reflétant une résilience nouvelle, mêlant douleur et espoir. Sophie et Pierre, transformés par leur lutte, continuèrent à militer, portant le flambeau de l'égalité dans chaque arène. Leur victoire, née d'une injustice dans un avion, devint un symbole de la France républicaine. Un pays où le courage d'une famille, soutenue par des alliés comme Claude, Amélie, Marianne et Pénélope, pouvait défier les puissants et écrire une nouvelle page d'égalité. L'héritage du vol 1372 rappela à tous que la justice, bien que difficile, était à portée de main lorsque l'on refusait de se taire face à l'injustice. L'histoire du vol 1372, où Lucas Dubois a été victime d'une injustice brutale, résonne profondément dans la conscience française, où l'égalité et la fraternité sont des piliers sacrés. Ce récit m'a bouleversé par la force d'une famille face à l'adversité et leur courage à défier un système puissant. Il nous enseigne que l'injustice, même institutionnalisée, peut être combattue par la vérité et la solidarité. Dans la culture française, où l'on chérit le débat et la justice sociale, cette histoire nous rappelle de rester vigilants, de questionner l'autorité et de protéger les plus vulnérables. Appliquons cette leçon dans nos vies. Dénonçons les discriminations, même petites, soutenons les victimes et utilisons notre voix pour changer les systèmes défaillants. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus juste. Si cette histoire vous a touché, likez et partagez cette vidéo pour amplifier ce message. Abonnez-vous pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons entendre la justice.